Hello à tous, vous écoutez Refait, la chaîne qui met en avant les créateurs d'aujourd'hui qui prennent soin du monde de demain. Ceux qui imaginent en toute circularité, des inventeurs, des magiciens, ils minimisent leurs déchets mais pas leur créativité. Moi c'est Juliette Bonhomme, je suis fondatrice de The Upcycling Lab, un projet de revalorisation textile basé à Bruxelles. On anime des ateliers d'upcycling mais on aide aussi des marques au stock d'invendus, d'abîmés ou d'oubliés. En gros, l'upcycling c'est un peu ma passion. Alors comment refait-on du nouveau avec du vieux ? C'est ce que ce podcast Refait veut prouver à celui qui l'écoute. Qu'aujourd'hui, il est important, voire nécessaire, d'allier créativité et écologie. Donc ensemble, avec des invités hyper inspirants, on va aborder les enjeux de la mode de demain et on espère aussi inspirer des auditeurs qui ont envie d'entreprendre un impact positif. Pour ce premier épisode, j'avais un peu envie de vous raconter mon histoire, comment j'en suis arrivée là, qui je suis, parce que sur les réseaux sociaux, je parle pas trop de ma vie privée, de mon histoire. Je vous montre souvent des upcycling avant-après, je vous montre les ateliers, je vous montre plein de choses de l'extérieur, mais je vous prends pas souvent à l'intérieur. Et je trouve que c'était intéressant d'avoir une sorte de mise en contexte un peu de comment j'en suis arrivée là, surtout avant d'aller rencontrer tous les gens que j'ai envie de rencontrer et de leur poser toutes les questions que j'ai envie de poser. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Juliette Bonhomme, j'ai 27 ans, je suis bruxelloise, née à Bruxelles et je vis encore à Bruxelles actuellement. J'ai étudié la communication à l'IEX et j'ai fondé mon projet The Upcycling Lab. Mais tout ça, je vous l'expliquerai par la suite parce que je pense que c'est bien d'expliquer d'abord chronologiquement qui je suis. Avant de commencer ce podcast, je voulais aussi vous rassurer, je ne suis pas parfaite, j'ai fait plein d'efforts dans ma consommation actuelle, mais j'ai encore plein d'efforts à faire. Et clairement, mon créneau, c'est la mode durable, mais mes efforts, j'essaie de les faire partout. Mais ça ne veut pas dire que je suis parfaite et irréprochable. On peut commencer. Donc j'ai toujours aimé la créativité et la récup. J'ai eu la chance de grandir dans une famille très ouverte à cette créativité, à l'art. Mon papa a toujours été dans la musique, ma maman a toujours été bricoleuse, touche à tout, que ce soit dans le dessin, la céramique actuellement, la danse. Et donc mon frère et moi, parce que j'ai un grand frère, Max, il a 32 ans. Beaucoup de gens ne savent pas que j'ai un frère, mais j'en ai un. Et lui et moi, on a toujours eu la chance d'être encouragés à toucher à tout. Moi, c'était plutôt du coup la danse, des stages en dessin, en peinture. J'ai même fait une sorte de concours de stylisme. Enfin, nos parents nous ont toujours sensibilisés à ça. Et notre maison, elle est aussi composée de plein de choses très créatives. Mes parents nous ont beaucoup sensibilisés au voyage. Ça nous a beaucoup ouvert, je crois, sur le monde, sur notre curiosité, sur les différentes cultures, sur l'inclusivité aussi à avoir des différents modes de création et des différents modes de vie qui existent. Ma maman a été et est une grande source d'inspiration pour moi parce que c'est la première qui m'a toujours encouragée à pas gaspiller. Tout d'abord de manière alimentaire, elle nous a toujours inspiré à manger de saison, à avoir un compost, à récupérer ce qu'on avait déjà. Et donc ça, je pense que ça a été un point de départ assez fort quand même pour mon enfance. J'ai toujours eu une sorte de grande famille, déjà en termes de membres, de par mes oncles, mes cousines, mes cousins, mes grands-parents. Mais mes parents ont aussi construit une sorte de deuxième famille, une famille d'amis. Et dans ce groupe d'amis, j'ai trouvé une sorte de grande sœur de cœur qui s'appelle Philippine, mais qui était appelée Nini. Elle me considérait un peu comme son mini-moi. Et elle, c'était un peu mon grand moi. Et cette personne est hyper créative et elle m'a beaucoup inspirée. Quand on avait des fêtes, des carnavals, des spectacles, c'est toujours elle qui me maquillait, mes copines et moi. Et elle a toujours une créativité hyper prononcée et hyper différente des autres. Donc c'était hyper beau. C'était pas les maquillages simples, genre de chat ou de renard. C'était vraiment des choses hyper féeriques. Et moi, suite à ça, j'ai développé vraiment un énorme amour pour le monde des fées. Enfin voilà, je vous passe les détails. Et pour mon anniversaire, une année, je pense que ça devait être genre mes 9 ans, Philippine, Nini, m'a fait une maison de fées pour moi. Et je pense que c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Parce qu'en fait, c'était une maison de fées faite 100% à base de récup. Genre, elle avait utilisé des boîtes à chaussures. Tous les éléments de la maison de fées, ils étaient faits en récup. Genre,
Les petits tabourets, c'était des bouchons de champagne. Les petites tables, elles les avaient créées à base de petits bouts de bois. Enfin voilà, c'était hyper beau. C'était que de la récup et moi je trouvais ça juste magique. Et donc je pense que ça a été un peu mon introduction à l'upcycling sans savoir que c'était de l'upcycling. Et ensuite j'ai continué à me développer en grandissant, en créant et j'ai effectué mon premier upcycling. Donc j'ai trop envie de demander à chaque interviewé c'est quoi leur premier upcycling parce que je trouve ça toujours hyper intéressant de voir d'où on vient et de voir où on en est arrivé aujourd'hui. Et un jour, je pense que je vais avoir 10-11 ans, je rentrais chez moi après l'école et j'ai trouvé en rue un petit meuble, une petite table de chevet. Elle était bleu clair, elle était petite, donc hyper légère, je pouvais la prendre avec moi. Il manquait clairement un tiroir et la peinture était vachement abîmée. Mais moi, j'étais refaite d'avoir trouvé ça en rue. Et donc, je l'ai prise avec moi, je l'ai ramenée dans mon garage et mes parents m'ont dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Et je leur ai expliqué que j'avais envie de la retaper, que j'avais envie de lui redonner de la valeur pour la mettre dans ma chambre parce que je trouvais ça hyper beau de revaloriser quelque chose que j'avais trouvé gratuitement en rue, moment où j'avais zéro pouvoir d'achat, et que je pouvais la remettre en fait à mon goût. Et donc, avec l'aide de mon papa et de ma maman, on a patiné tout ce petit meuble en doré. J'ai changé la petite poignée qui restait du tiroir, j'ai mis une petite poignée en céramique et il manquait un tiroir. Alors comment faire pour que ça rende quand même joli sans tiroir, sans avoir les skills de créer un nouveau tiroir? Eh bien j'ai pris une petite plaque de carton et j'ai fait un collage parce qu'à ce moment-là c'était le kiff total des collages. Et j'ai fait un collage avec toutes des choses que j'aimais, des couleurs et tout. Et je suis venue le coller pour combler le trou du tiroir manquant. Et en fait ça c'est vraiment le premier upcycling que j'ai fait toute seule, pour moi, avec vraiment ma vision. Et je pense que c'est un peu mon point de départ de ce kiff ultime de transformer quelque chose qu'on trouve qui était un déchet pour quelqu'un et devient une pièce unique personnalisée pour nous. Et donc en grandissant, j'ai continué à me développer, j'ai continué à dessiner dans mes carnets, à dessiner des petites madames, les habiller, même agrafer des bouts de tissu. Enfin vraiment, j'étais passionnée par cette idée de stylisme et donc je voulais être styliste. À la fin de mes secondaires, j'ai été visiter la Cambre. La Cambre, pour ceux qui connaissent pas, c'est une école de stylisme à Bruxelles. Et quand j'ai été visiter, ça me faisait rêver, en même temps ça m'a fait hyper peur. Parce qu'on m'a clairement expliqué qu'il y en a 1 sur 1000 qui perce et qui devient vraiment connu. À cette époque-là, c'était pas aussi, on va dire, accessible que maintenant de lancer une marque, d'être connu juste pour son talent grâce aux réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et donc on m'a dit, soit t'as de la chance, t'es le one in a million, mais clairement je me sentais pas du tout ce one in a million. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment mis mon rêve d'être styliste dans une boîte que j'ai fermée à clé, j'ai jeté la clé, j'ai jeté la boîte. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire alors? Et mon père connaissait l'IEX, c'est une école de communication à Bruxelles. On a été la visiter et clairement j'y allais sans du tout savoir quel master j'allais prendre, qu'est-ce que j'allais faire, mais je me suis dit, on touche un peu à tout là-bas. La communication, ça me parle, donc je vais me le tenter. Et en fait, j'ai mis le côté créativité de côté. Je suis restée en fait sur le banc de la consommation et j'ai dit adieu à la création. Je suis devenue totalement accro à cette fast fashion qui me permettait d'être encore à la mode, qui me permettait de suivre les tendances pour un prix vraiment pas cher. Et je me suis réfugiée là-dedans et en fait ça venait clairement combler, je pense, le fait que je pouvais pas créer, que je pouvais pas participer à créer ces tendances. Du coup, je les consommais. Et donc, je suis devenue fast fashion addict, on peut dire ça comme ça. Ça avait commencé, je pense, vers mes 16-17 ans et ça a continué, je pense, jusque mes 22 ans. Et clairement, samedi, c'était mon jour préféré pour aller faire les magasins. Les soldes, c'était mon meilleur moment de l'année. Zara et H&M, c'était mes temples de prière, enfin, tout ce que tu veux. Et en fait, j'étais consciente que cette mode n'était pas éthique. Je le savais déjà. C'était un peu acté, je trouve, à cette période-là. On savait que les baskets Nike, Adidas, elles étaient créées à l'autre bout de la planète par des gens pas très majeurs, pas très bien payés, dans de pas très bonnes conditions. Tout le monde le savait un peu, mais c'était pas comme maintenant un fait qui est vraiment horrible. On le savait, mais voilà, on fermait un peu les yeux dessus parce qu'en fait, personne n'y faisait attention. Puis il y a eu des catastrophes petit à petit, genre le Rana Plaza, une usine au Bangladesh, une usine textile s'est effondrée parce qu'il y avait tellement de travailleurs, le bâtiment était beaucoup trop surchargé de personnes, il n'était pas du tout agréé pour recevoir autant de personnes et en fait il s'est effondré et c'est une des premières catastrophes qui illustre un peu l'empire de la fast fashion et son désastre. Et clairement ça m'a marquée parce que en fait c'était des ouvriers textiles de marque qu'on consomme encore aujourd'hui, c'était genre Mango, Benetton, etc. Et donc petit à petit en grandissant je continue à consommer cette fast fashion, à vraiment la kiffer, à acheter tout à petit prix, mais je sais quand même que c'est pas dingue.
je consomme tellement cette fast fashion que je me dis ok, pourquoi pas être blogueuse. Et je commence à me dire ok, je vais avoir un blog, il va s'appeler Your Look. Je vais aller en rue, rencontrer des gens, faire des photos de leur style, mais aussi faire des photos de mes looks et promouvoir les dernières tendances et dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent se procurer les pièces pour être aux tendances, mais version pas chère et fast fashion. Et je fais un template sur Wix, genre hyper original, genre le blog en marbre, l'écriture dorée à la main, vous voyez le style. Et je commence à montrer ce template à mes parents, à mes copines, à mon copain de l'époque. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le publier. Je fais une présentation un peu finale à mon copain de l'époque de voilà ce que j'ai envie de faire, je pense que je vais le publier. Et il me dit bah oui, vas-y, vraiment ça peut être trop chouette. Et là en fait, au moment où je lui montre et que ça pourrait devenir vraiment quelque chose de concret, ce blocage me revient vraiment en pleine face et je commence à pleurer. Et lui, il comprend pas du tout ce qui se passe. Et moi, je comprends. En fait, j'étais arrivée à un point où ma surconsommation avait atteint le sommet. Et consommer cette fast fashion, c'était une chose, mais la promouvoir, dire aux gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, faites à l'autre bout de la planète, par des gens dans des conditions misérables, c'était le pas de trop. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, de nouveau, j'ai mis l'idée du blog dans une boîte fermée à double tour, mais celle-là, c'était une bonne boîte, je pense, et je l'ai jetée. Je me suis dit, ok, ça te met dans des états pareils de promouvoir la fast fashion, alors arrête de la consommer. Et réfléchis à une façon de faire différemment, de faire mieux. Donc, je devais faire mon stage à ce moment-là de l'IEX de dernière année. Je cherche un stage dans une marque éthique. Et une amie me dit, écoute, moi j'ai postulé chez Casidomi, où elle a été prise, petit clin d'œil. Et elle me dit, mais j'ai pas postulé, il y avait une ASBL qui me tentait trop, qui s'appelle The Lemon Spoon, ça avait l'air hyper chouette, mais moi j'ai pas postulé, mais vas-y. Donc je commence à regarder le site de The Lemon Spoon. Et je vois vraiment un site qui me parle trop, lancé par une nana qui a l'air hyper inspirante, qui en fait regroupe plein de marques durables d'une manière hyper chouette, hyper tendance, hyper accessible, qui donne trop envie. Et clairement, je me dis, ok, ce stage-là, il a l'air trop bien. Donc je croise les doigts et les orteils pour que The Lemon Spoon me rappelle. Elle me rappelle. Je fais un entretien. Et elle me dit, écoute, c'est trop marrant parce qu'au moment où tu nous as envoyé ton CV, c'est à ce moment-là qu'on se disait qu'on avait besoin de quelqu'un. Donc on va te prendre et on va tester. Et donc j'ai fait mon stage là-bas et j'ai énormément appris. À ce moment-là, j'avais une gourde, j'avais arrêté de manger de la viande, mais je faisais pas grand-chose d'autre. Et en fait, pendant ce stage, je devais rédiger beaucoup d'articles pour alimenter en fait ce blog. C'était une sorte d'annuaire qui regroupait plein de marques dans plein de catégories, mais vraiment que des marques éthiques. Pour les cosmétiques, pour les vêtements, les chaussures, les sacs, pour même des hôtels, pour des restaurants, tout version éthique, locale, de saison, marque belge, mais aussi marque française, etc. Et donc pour alimenter ce blog, il fallait rédiger des articles pour créer du contenu à valeur ajoutée, style comment faire ses courses en vrac de A à Z, comment se tourner vers des cosmétiques plus naturels, c'est quoi les plus chouettes friperies de Bruxelles. Et donc moi je me retrouvais toute la journée à écrire des articles pour dire aux gens comment mieux consommer et je me suis dit de nouveau cette idée d'alignement est revenue en mode qui suis-je pour dire aux gens comment consommer si même moi je fais pas ça. Donc là en février dans ma dernière année de l'IEX et quand je commence ce stage je me dis ok je change ma consommation. J'arrête de consommer des produits de grande distribution en termes de cosmétiques. J'ai envie d'acheter des cosmétiques locaux sans trop de produits chimiques avec un emballage minime. Je veux plus faire mes courses au supermarché lambda, vraiment soutenir des gros piliers de la surconsommation et de l'industrie alimentaire. J'ai envie de me retourner vers des agriculteurs, des producteurs locaux. Et je ne veux plus du coup acheter de vêtements en fast fashion. Donc la cosmétique et l'alimentaire m'ont mis quand même du temps à faire un changement. Donc on commence par faire nos courses au marché, aux petits magasins locaux de Jette, la commune où j'habitais à Bruxelles. On prend que des contenants. On se débrouille en fait pour vraiment minimiser nos déchets au max, on était mais à fond. Mais la mode reste le gros point noir de ma consommation parce qu'elle faisait énormément partie de ma personnalité. Et là, je décide de mettre une grosse croix dessus parce qu'en fait, à l'époque, Vinted, les friperies, les vide dressing, c'était pas aussi de nouveau trendy que maintenant. Donc je mets un peu la mode entre parenthèses le temps que je change mes habitudes alimentaires et cosmétiques qui étaient vraiment plus les besoins primaires. Et quelques mois plus tard, je me tourne vers la mode. Donc j'avais juste arrêté d'acheter pendant plusieurs mois. J'avais mis toute cette envie de composer des looks un peu spéciaux de côté, le temps de mettre en place ma nouvelle vie, zéro déchet. Alors je vous rassure tout de suite, je suis pas zéro déchet. Je l'ai été pendant plusieurs années, hyper radicale en vivant chez mes parents. Quand j'ai commencé à habiter seule, clairement c'était hyper compliqué. J'ai fait face à des réalités économiques qui sont pas pareilles que quand on vit chez ses parents.
aussi des réalités de la vraie vie. Quand je rentre tard d'un atelier ou de quelque chose et que je dois me faire à manger, je vais peut-être commander Uber Eats en fait parce que j'ai pas le temps de cuisiner mon riz qui est dans un bocal et mes tomates séchées dans un autre bocal et ma courgette en vrac. Enfin, voilà, j'ai été rattrapée un peu par la vie quotidienne, donc je fais encore hyper gaffe, mais je suis pas parfaite. Je tiens à le préciser parce que je pense que le plus important, c'est faire attention de manière générale. Mais il vaut mieux plein d'actes imparfaits que quelques personnes qui font tout parfaitement. Je pense que c'est important d'avoir une prise de conscience générale. Revenons-en à la mode. Après quelques mois d'abstinence, on va dire, de fast fashion et d'attrait vers la mode très brute, je décide de revenir sur le sujet en me disant ok, bon, il faut que je trouve des solutions. Je suis étudiante, je ne sais pas encore m'acheter des habits de marque éthique neufs, c'est trop cher pour moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc je commence à découvrir Vinted, je commence à découvrir les vide dressing, je commence à kiffer à fond les friperies de Bruxelles. Avec mon père, on a toujours fait les brocantes, mais je cherchais rarement les vêtements. Et en fait, je commence à trouver des vraies pépites, je commence à renouer avec mon amour pour la mode et en fait à trouver toutes des solutions pour continuer à être stylée comme je l'entendais, sans trop polluer, sans trop consommer. Et je porte un sac que j'ai acheté sur Vinted et mes copines me disent « Mais waouh, il est trop beau, il vient d'où ?» Je dis « Je l'ai acheté en seconde main sur une app qui s'appelle Vinted. » Elles me disent « Mais c'est trop chouette !» Pareil quand je vais à un vide dressing, pareil quand je vais en brocante, etc. Et donc je me dis en fait, là, j'arrive à vivre un mode de vie aligné à mes valeurs, sans me compliquer trop la vie, mais mon impact est drastiquement moindre et mes valeurs sont alignées, quoi. À cette époque-là, je développe du coup une énorme haine contre les influenceuses lambda qui font des hauls, donc qui montrent tous leurs achats H&M, Zara, Boohoo, Shein, qui montrent des looks tous les jours avec des nouveaux vêtements, qui invitent à fond à cette surconsommation de la fast fashion. Parce que je vois que moi, je trouve les clés pour faire ça de manière différente, de manière plus durable. Et elle montre en fait aux jeunes filles, à la fille que j'étais 5 ans avant, qu'il faut surconsommer, qu'il faut acheter, qu'il faut être à la dernière des tendances et que c'est comme ça qu'on sera bien, belle et incluse. Et donc je décide de prendre tous les codes de ces blogueuses et d'aller en rue et de faire des looks avec que des vêtements que j'ai chinés en brocante, que j'ai racheté à une copine, que j'ai trouvé sur Vinted. Et donc une copine vient avec moi, Camille, encore merci d'ailleurs si tu m'écoutes. Elle prend son téléphone et on va juste en rue avec une valise faire tous des looks vraiment à la blogueuse quoi. Et je poste petit à petit sur mon compte, voilà, ensemble tailleur, donc pantalon, veste, rose Zara, chiné en brocante pour genre 10 €, donc en plus que c'était écologique, c'était hyper économique. Talons trouvés sur Vinted, and Other Stories, 15 €. Le tout donc seconde main. Et en fait, je commence à vraiment faire des outfits of the day, mais 100% durable. Je commence à faire ça petit à petit, et je le fais encore aujourd'hui d'ailleurs, pour vraiment montrer qu'il y a moyen de faire comme les blogueurs actuels, mais mieux. Donc je suis tombée dans la surconsommation de la bonne conscience, j'appelle ça comme ça, où en fait je surconsommais la mode seconde main. Et c'est pas ça qu'il faut faire, enfin je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas faire, mais le vêtement le plus durable, c'est celui qu'on a déjà. C'est un vêtement de qualité qui a été acheté avec réflexion, en prenant le temps, en se disant est-ce que ce vêtement me va vraiment ? Est-ce que je vais vraiment le porter ? Est-ce qu'il irait avec ma garde-robe ? Est-ce que je manque de ce vêtement ou est-ce que j'ai pas un similaire juste oublié ? Enfin bref, donc j'ai commencé à partager ces looks et ça m'a trop fait kiffer. Et ça a pris pas mal d'ampleur du coup sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit ok là en fait j'ai enfin trouvé une façon d'être un peu quelqu'un qui suit les tendances, qui est dans cette mode, mais vraiment de manière alignée à mes valeurs. En juin, je finis mon stage chez The Lemon Spoon, je rends mon mémoire que j'ai réalisé du coup sur comment inviter le consommateur à consommer de manière différente. Mais du coup, j'ai fait des recherches hyper intéressantes sur quels étaient en fait les freins des gens à consommer mieux, sachant qu'on avait toutes les infos à ce moment-là quand même sur l'impact écologique de nos habitudes, parce que ça s'était vachement développé. On avait pas mal d'infos, mais on n'arrivait pas à passer à l'action, à changer nos modes de consommation. J'avais envie de comprendre pourquoi, donc j'ai fait des recherches, j'ai évalué les peurs des gens, et en fait, les gens avaient toujours l'impression que ça coûte plus cher de consommer mieux, que ça prend trop de temps et que c'est compliqué. Et donc moi, avec ma page, j'avais vraiment envie de déconstruire ça. En tout cas, pour la partie mode, je montrais encore mes cours zéro déchet en story et tout, mais c'était moins mon créneau, on va dire. Je me suis dit, il faut que je me focus sur un créneau, c'était celui de la mode. Donc après mon mémoire, j'ai passé mon été tranquillement. Et de septembre à janvier, j'ai fait un CDD pour avoir un peu de sous, pour voyager.
J'ai voyagé et j'ai partagé une manière un peu plus écologique de voyager, comment faire un bon choix d'hôtel, comment minimiser ses déchets en voyage, comment faire des bons choix. Mais voilà, j'avais un sac à dos rempli principalement de vêtements seconde main. Puis je suis revenue, j'étais engagée chez The Lemon Spoon, ils avaient eu des fonds pour m'engager, donc j'étais hyper heureuse. Donc j'ai continué à développer mon activité sur les réseaux sociaux, j'ai eu des chouettes partenariats, j'ai commencé un peu cette vie d'influenceuse. Mais je continuais à travailler à côté, donc ça me permettait vraiment d'avoir un vrai choix et de travailler vraiment avec des marques qui me correspondaient. Est arrivé le Covid, est arrivé le moment où on est tous chez nous, et donc est arrivé le moment où je ne pouvais plus aller en friperie, je ne pouvais plus acheter sur Vinted, et comme je n'achetais encore rien de neuf à cette époque-là, je pouvais plus rien acheter moi. Et dans les faits, c'était pas grave. Mais j'avais envie de créer, je m'embêtais, et ma mère avait une machine à coudre. Là revient un peu cette petite boîte enfermée d'avoir envie d'être styliste, de toucher à cette machine. Parce qu'en fait, pour moi, la machine, je la diabolisais. Enfin, je me disais que j'arriverais jamais à faire quelque chose, que pour coudre, il faut avoir fait des études de stylisme, que sinon, t'arrives à rien, qu'il faut prendre des cours aussi, parce que j'avais vu ma mère qui prenait un peu des cours de couture le soir pour arriver à faire des ourlets et tout. Et moi, je me suis dit, mais ça va être hyper dur. Puis ma mère me montre comment utiliser la machine. Et là, révélation, je prends un drap qu'il y avait chez moi, un peu en satin, pas très beau. Et je me dis, je vais essayer de faire un top, juste pour voir en fait ce que ça fait de faire un vêtement. Je vais prendre le modèle d'un top que j'ai chez moi, je vais essayer de prendre un peu les dimensions et découper et voir ce que ça fait. Et là, magie, je crée un top de mes mains, quoi. Enfin, à la machine, évidemment, mais je fais un top moi-même. Et là, je me dis, oh waouh, ok, là, j'ai fait mon vêtement. Genre là, j'ai fait un vêtement moi-même pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus circulaire là? Qu'est-ce qu'il y a de pas de plus zéro waste que de créer un vêtement avec un tissu que j'avais déjà? Et donc l'empreinte carbone est hyper petite vu que c'est moi qui l'ai fait, que le tissu était déjà là et que je l'ai créé de mes mains. Et la valeur qu'il prend aussi est genre incroyable vu que je l'ai fait de mes propres mains. Et donc je partage sur les réseaux sociaux juste qu'à partir d'un vieux drap, j'ai fait un top. Et là, je vois que les gens sont hyper curieux, hyper impressionnés, et même moi, je suis hyper impressionnée. Et je commence du coup à récupérer d'autres draps qu'on n'utilisait pas. Des copines m'en donnent dans toutes les conditions sanitaires légales du moment. Et je crée des petites choses comme ça pour moi. Une jupe portefeuille, un autre top, je teste des techniques. Et je découvre sur les réseaux sociaux toute une sorte de communauté upcycleuses surtout, que je commence à suivre pendant ce confinement. Et là, je commence à créer, genre, je vois pas les heures passer, genre ça me fait tellement kiffé en fait de trouver enfin un champ d'action dans lequel je suis créative et zéro déchet. Je crée avec des matières qui existent déjà. Et je crée ce que j'ai envie, les gens aiment trop, je trouve que ça donne hyper bien et je suis trop fière en fait. Et je me dis waouh, là j'ai l'impression d'avoir trouvé là ce qui m'anime, mais vraiment. Et donc je commence à partager ça sur les réseaux sociaux. Je partage les avant-après, une vieille nappe qui devient un top, une vieille jupe qui devient un ensemble, jupe courte, un petit top, etc. Et de plus en plus de personnes me demandent « mais t'as pas envie de faire des tutoriels, etc. » pour nous montrer. Et en fait, c'est de là qu'est partie un peu l'idée de pourquoi pas faire des ateliers en fait, pour montrer aux gens comment ça marche. L'idée, elle est pas venue de moi, c'est un magasin, le Supermarket, un magasin belge qui est génial, qui regroupe plein de marques durables. C'est lancé par 3 nanas hyper inspirantes. Elles me proposent en octobre, après le confinement, de pourquoi pas donner un atelier dans leur magasin pour apprendre à leurs clientes à coudre. Et en fait, de là est partie cette idée de pourquoi pas faire ça en fait. Pourquoi pas apprendre aux gens à faire comme je fais. Et au fil du temps, je recevais des hyper chouettes propositions comme Oser, un magasin de seconde main à Bruxelles, lancé par Mélissa, que j'adore, qui me dit, ben voilà, j'ai des vêtements seconde main que j'arrive plus à vendre dans mon dépôt vente. Est-ce que tu veux pas qu'on les transforme? Et de là, je me dis, mais en fait, ce serait trop chouette d'aider des marques à revaloriser des stocks ou des vêtements qu'ils savent pas vendre. Et donc, c'est comme ça qu'en fait est venue... C'est en fait créer toute seule l'offre du projet que j'ai lancé, The Upcycling Lab. Alors je vous rassure, ça a pris énormément de temps. Après le confinement, je suis encore restée chez The Lemon Spoon. J'ai réfléchi à pourquoi je me lancerais pas, comment je pourrais me lancer, comment je pourrais vivre de cette passion, comment monétiser l'upcycling. J'ai décidé de m'inscrire dans une coopérative qui s'appelle Job Yourself, qui t'aide à te lancer. Sauf que moi, j'avais tellement d'idées, j'avais l'influence sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas ces ateliers? Pourquoi pas aider des marques à revaloriser des stocks? Pourquoi pas aller faire des interventions aussi? Et donc ça a été hyper dur en fait pour moi de me lancer parce que j'avais plein d'idées et je voyais pas comment je pouvais en vivre.
Et donc j'ai commencé mon chemin chez Job Yourself. J'ai arrêté de travailler chez The Lemon Spoon. Et en février de l'année passée, je suis passée en phase de test. Et donc la phase de test, c'est quand ils jugent que tu es assez prête pour tester ton activité, que tu as une petite base de données de clients qui peuvent du coup en fait te prêter un numéro de TVA pour tester ton activité pendant 18 mois. Et là du coup je suis encore là-dedans, je suis bientôt à la fin. Mais en fait ce test m'a permis de tester plein de choses, littéralement. J'ai pris un atelier, j'ai donné des ateliers. L'idée de partager la passion de The Upcycling Lab et de l'upcycling en général avec des gens, elle me tenait à cœur. Mais clairement je suis pas youtubeuse, je suis pas assez pro dans le montage vidéo, je suis pas assez assidue. Et les ateliers en vrai, ils me connectent hyper fort aux gens, à l'échange, vraiment au toucher en fait. Je suis dans une activité qui est déjà tellement virtuelle de base, j'ai besoin de me lier avec les gens. Donc les ateliers, ça s'est mis un peu comme ça tout seul. Un atelier par semaine avec un thème, des bobs, des bananes, des gilets sans manches maintenant. Et puis aussi, j'aime trop me lier avec les jeunes, et les jeunes aussi de différents milieux. Et donc c'est pour ça qu'actuellement, je suis encore fort dans cette démarche-là. On va donner des ateliers dans des maisons de jeunes, pour des jeunes qui n'ont pas toujours les moyens. Et donc voilà, toute cette histoire pour dire qu'au final, la petite voix à l'intérieur de moi, elle s'était jamais vraiment tue. Je pense que j'avais tenté de la faire taire, je pense que je croyais pas assez en moi, que j'avais trop fermé les choses, mais je pense que ça m'a prouvé aussi que dans la vie, tout vient à un point à qui c'est attendre, que certes, il faut se donner les moyens d'eux, mais ce qui est vraiment fait pour nous, nous trouvera à un moment. Je pensais jamais arriver là aujourd'hui, avoir un projet où je donne des ateliers, où parfois je fais des créas que je vends, où parfois j'aide des marques à revaloriser des stocks. Et au final, je suis là. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu voir mes derniers boulots, par exemple avec Glico, un stock vintage où j'ai transformé des vêtements vintage à eux, où la collaboration avec Osée s'est finalisée, où on a transformé des robes qui étaient chez elles, où j'ai travaillé avec les Petits Riens et leur label d'upcycling, où on a fait des vestes et qui ont été vendues dans leur magasin. Elles sont toutes vendues et au final, c'était un modèle de veste que j'avais juste fait pour moi dans mon petit appart. Et au final, je vais pas dire que je pense pas que j'ai réussi parce que je pense que la vie, c'est toujours des évolutions. Rien n'est jamais figé. Mais là, je suis tellement reconnaissante de tout ce process qui a été quand même hyper douloureux, je vais pas le cacher. Mais en fait, je trouvais ça... cette passion m'animait trop que pour la laisser de côté. Et je pense que quand on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait, on le calcule plus en nombre d'heures de travail, en nombre d'argent gagné. On est drillé par la passion. Et certes, je vais pas mentir, il faut arriver à vivre et à se rémunérer. Mais je pense que vraiment, quand on aime ce qu'on fait et qu'on a compris ce qu'on faisait, on peut se donner tous les moyens d'y arriver pour en vivre. Aussi quelque chose dont je voulais parler, quand on commence à chiner et à s'habiller en seconde main, dans les friperies, etc., on développe beaucoup plus son style et on devient beaucoup plus original, ou en tout cas on devient beaucoup plus la vraie version de nous-mêmes. Je sais pas si original c'est le bon terme parce que je pense que chacun a un style original en soi. Un style original et qui est propre à nous ne veut pas d'office dire déjanté ou en couleur, c'est juste propre à nous. Et je pense que quand on va en friperie, on est beaucoup plus honnête avec nous-mêmes et on achète quelque chose parce que ça nous plaît et pas parce que tout un marketing, une campagne de publicité, Zara et un agencement de magasin nous a dit que cette pièce allait être à la mode et donc il fallait qu'on l'achète. Non, quand on va dans une friperie, on cherche, c'est souvent le bordel, et on cherche une pièce et on va l'acheter parce qu'elle nous parle, elle nous plaît. Et je trouve que ça, c'est hyper important de mettre en avant, c'est que je pense qu'actuellement, beaucoup de gens ont envie d'être eux-mêmes, plus uniques, d'être plus représentés, et que dans les magasins, ils se retrouvent pas parce que quelle horreur de voir quelqu'un qui a le même vêtement que soi, de se sentir plus du tout unique, spécial. Avec la seconde main, je trouve que ça permet vraiment de s'affirmer, de faire des choix en pleine conscience, parce que nos valeurs, nos goûts, nos attraits nous ont dit ok, ça me parle. Et je pense que c'est important en tant qu'en plus jeune aussi, jeune consommateur, de se développer dans cette direction-là. Mais au final, les friperies, la mode seconde main, ça touche tout le monde. Avec ma mère maintenant, on fait que les friperies. Mon père aussi essaye à fond, mon copain. Même ma grand-mère maintenant, elle va au Petit Rien et elle adore, elle me montre ses trouvailles. Donc peu importe votre âge, je pense que ça vous permet juste de vous découvrir et d'assumer qui vous êtes et d'oser être qui vous êtes. Donc si j'avais un conseil à vous donner, qui je pense m'aurait beaucoup aidé, en tout cas personnellement, c'est de pas trop réfléchir, de pas trop penser, parce que certes la pensée elle peut faire germer plein d'idées, mais je pense qu'à un moment il faut agir, il faut essayer, il faut tenter, il faut se tromper. Je pense que parfois on est trop paralysé par nos pensées, on n'ose pas,
on se convainc qu'on n'est pas assez doué pour ci, pas assez pro là-dedans pour faire quelque chose. Ou quand tu penses trop à une situation, t'es un peu paralysé et tu fais pas ce que t'as envie de faire. Et je pense qu'il faut y aller et que il y aura toujours des gens qui peuvent faire mieux que toi. Mais si là, aujourd'hui, t'as la possibilité de le faire, essaye. Et au pire, tu te trompes, ben c'est pas grave. Pourquoi, du coup, ce podcast refait? C'est pour en fait vous inspirer à vous lancer, que ce soit dans l'upcycling ou dans autre chose. C'est pour vous encourager à oser créer aussi. Beaucoup de gens se disent moi je suis pas créative, j'ose pas, c'est pas mon style, je sais pas bien faire. Je pense que tout le monde a une créativité qui peut se développer, peu importe de quelle manière. Et c'est aussi surtout pour vous rappeler qu'on a tous des backgrounds différents, on vient tous d'univers hyper différents, même des études, vous l'entendrez dans plein d'interviews, je pense que vous allez être choqués des parcours de certaines personnes. Et je pense que quand on croit en soi, c'est hyper bateau comme phrase, mais ça mène à beaucoup de choses. Donc refait, c'est vraiment pour aller parler aux gens qui refont du nouveau avec du vieux, qui sont refaits de leur situation actuelle, mais aussi sont des gens qui refont le monde. Et je pense qu'actuellement, on a besoin de des personnes comme ça parce que écologiquement, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Et je pense vraiment intimement que l'art et l'écologie ensemble peuvent apporter beaucoup de poésie et de solutions dans notre vie. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Et moi, j'ai hâte de rencontrer toutes ces personnes qui vont vous inspirer, mais qui m'inspirent déjà énormément. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si c'est le cas. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être à l'affût du prochain épisode et de contenus qui pourraient vous intéresser. Et je voulais évidemment remercier Caro de Backlight Studio pour le montage de cette audio et vidéo. Et aussi Elona qui m'aide au quotidien dans The Upcycling Lab. Et je vous dis à vous, comme quand je termine un voice avec mes copines, bisous!